Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Jusqu'à 13h30, puisque ça y est, depuis samedi dernier, on parle auto et de midi à 13h30. Vous pouvez réagir à notre émission ou poser vos questions par mail et vous avez été très très nombreux cette semaine à le faire, on vous remercie. Je participe tout collé @sudradio.fr ou directement au 0826 300 300, voire même sur la page Facebook de Sud Radio, évidemment pour l'émission On parle auto. Gros sujet aujourd'hui, très bel invité. On va partir en Corée. On va partir chez Kia en Corée, puisqu'on aura avec nous pendant toute la durée de l'émission Marc Edrich, qui est le président de Kia France. Alors, il aurait dû être en studio avec nous, mais les circonstances L'Omnicron est passé par là. Exactement. Cela dit, je pense qu'il va bien. Il doit être avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Oui, je vais bien. Je tousse de temps en temps, mais je vais essayer de bien me tenir. Pas de symptômes, en tout cas, pas de gros symptômes par rapport à la Covid. Non, ça va. D'accord, donc on aura... allez rester avec nous pendant une heure et demie. On aura nos chroniques habituelles. On parlera pneumatique. On ira chez Hankook, un manufacturier coréen. On parlera de quelques Rétromobile. Questions aussi. Oui, on parlera de Rétromobile qui est déplacé avec le directeur de Rétromobile tout à l'heure. Et puis une question superbe que je trouve que vous avez placée. Merci, parce que c'est vrai, je me suis souvent posé la question. Voiture inondée, qu'est-ce qu'on fait vu ce qui s'est encore passé en France? Eh ben on pleure. On en rajoute. Ça augmente l'inondation. Non, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire avant pour ne pas être inondé avec sa voiture? Si il y a beaucoup d'eau sur la route, il y a 2-3 conseils qui sont quand même assez essentiels. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, l'émission est de nouveau riche. On vous attend soit sur la page Facebook directement avec nous, soit je participe @sudradio.fr ou tout simplement directement dès maintenant au 0826 300 300. C'est parti. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Avec Marc Edrich, donc le président de Kia France, pour commencer à parler de cette marque qui existe depuis 1973 en fait. Oui, une marque coréenne qui fait partie du groupe Hyundai Kia. Alors, première question, Marc, vous êtes président de Kia France. C'est la première fois qu'il y a un nom coréen, je vais dire ça comme ça, qui est à la tête d'une des filiales de Kia. Vous avez une explication rationnelle? Bon, écoutez, c'est un peu une récompense du travail qui a été effectué par toute l'équipe de Kia France au cours des 5 dernières années. Mais ça va plus loin que ça. En fait, on a un nouveau patron, Monde, qui est le chairman du groupe Hyundai Motor et Kia. Et il a analysé, on va dire, l'automobile mondiale et il a compris que le monde était de plus en plus complexe et de plus en plus compliqué aussi. Et on ne peut pas décemment tout décider de façon centrale d'un seul pays. Donc l'idée, c'est de donner beaucoup plus de pouvoir et d'autonomie aux filiales. Et d'autonomie aux régions. Ça, c'est bien. Donc ma nomination, il faut la voir comme ça. Comme on a dans notre groupe aujourd'hui des locaux, on va dire, ou des gens d'Europe qui dirigent l'Europe. Encore une fois, c'est pour tenir compte de la complexité. Ce qui fait la valeur ajoutée d'une société aujourd'hui, c'est sa vitesse de réaction. On est sur des marchés qui sont matures et donc il faut pouvoir réagir très vite. Et plutôt que d'aller demander la permission à la maison mère en Corée avec des allers-retours, etc., autant donner le plus d'autonomie possible aux locaux. Ça veut dire, alors pour ceux qui disent ouais mais on va parler de voitures coréennes, finalement les voitures que vous vendez sont pour la plupart conçues, fabriquées et même dessinées en Europe. Oui, alors c'est le cas depuis très longtemps pour notre société, pour Kia. On a un centre de recherche et développement qui est localisé à côté de Francfort, en Allemagne. On a une usine européenne qui se trouve en Slovaquie, Žilina, et on a à peu près 50% de nos voitures qui sont fabriquées en Slovaquie et donc qui sont vendues en France. Le Sportage, par exemple, qui est notre voiture emblématique, est fabriquée à Žilina, de même que toute la gamme Ceed est fabriquée à Žilina et vendue en France. D'accord. En plus, le Sportage, on aura l'essai tout à l'heure de la dernière génération, la 5e du Sportage, ce sera l'essai de la semaine, a été dessiné, je crois savoir, par un Français, c'est ça ? Oui, j'aime bien dire que Kia est un peu la plus française des marques coréennes, parce qu'on a pas mal de Français ou de francophiles qui s'occupent de Kia. Donc, le design Monde est piloté par Karim Habib, qui est un très bon francophile.
Le design européen est piloté par Grégory Guillaume, et Grégory Guillaume a dessiné l'extérieur du nouveau Sportage. Alors, je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Vous allez comprendre pourquoi. On a des gros soucis. Notre ami Bastien est en train d'essayer de tout régler, mais vous pourrez pas nous voir en live Sud Radio. Ce sera un peu décalé. Donc désolé si on peut pas répondre à vos questions. Voilà, on a un petit souci. Facebook ce matin est un peu on a un souci covidé. avec Facebook. Ouais. Ouais, il y a un problème. Kia, ça représente quoi en termes de vente? En France, en 2021, on a vendu 44 215 véhicules pour être précis. Et on a une part de marché de 2,7%. C'est la 6e année de croissance consécutive de la part de marché de Kia en France. Oui, surtout, vous en tirez pas mal dans un marché qui est plus ou moins moribond. Vous arrivez à progresser et puis surtout à faire la 2e meilleure année de votre histoire. C'est ça qui est complètement incroyable. Oui, alors la meilleure année en termes de part de marché, et vous avez raison, on a progressé de 13% par rapport à l'année dernière, alors que le marché a progressé de 0,5%, donc c'est anecdotique. Donc oui, on a, je pense, les résultats de notre stratégie. On a un très bon réseau. On a des bons produits, on a des produits qui sont beaux, qui plaisent à la clientèle française. Il y a le prix aussi qui est pas mal. Hein. Le prix qui est toujours contenu chez Kia. Alors oui, le prix qui était autrefois l'argument numéro 1, et puis aujourd'hui, il y en a d'autres. On va en parler juste après. Marc Edrich, vous restez avec nous. Vous allez nous donner les secrets de la réussite de Kia sur le marché français. Et en attendant, pour continuer notre rendez-vous, on parle auto avec vous, eh bien c'est le rendez-vous sécurité. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et un sujet qui va malheureusement sans doute nous intéresser chaque année, puisqu'il y en a de plus en plus, les voitures inondées. Alors, on va aller à la source directement, c'est-à-dire que déjà, comment essayer d'éviter ? Déjà, il faut savoir quand vous avez 20 à 30 cm d'eau sur la route, vous avez toutes les chances, malheureusement, de rester bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire si, par exemple, vous êtes traversé juste un endroit inondé sur quelques dizaines de mètres? Vous prenez un tout petit peu d'élan. Il faut qu'il y ait une vague à l'avant de la voiture pour éviter que l'eau ne rentre sous le capot moteur. Donc surtout pas s'arrêter en plein milieu, parce qu'à partir du moment où l'eau rentre, vous savez, le plus gros problème, aujourd'hui 60% du parc, c'est encore des moteurs diesel. Si jamais souvent l'aspiration, l'entrée d'air est à l'avant derrière la calandre, si jamais il y a de l'eau qui rentre et qui est aspirée dans le filtre à air et ensuite va dans le moteur, l'eau c'est incompressible, vous savez qu'il y a des taux de compression très élevés sur les diesels, c'est ce qui fait qu'il a un bon rendement. S'il y a une goutte d'eau qui rentre dans le système, le moteur est foutu, la voiture a toutes les chances d'être foutue. Mais c'est pas le seul souci qu'il peut y avoir. Si vous arrêtez dans une flaque d'eau, même si elle n'est pas très profonde, et que vous avez de l'eau qui rentre dans l'échappement, et que vous voulez redémarrer par la suite, vous allez avoir une contre-pression qui risque aussi d'endommager la voiture. Et puis il y a encore autre chose, si vous passez dans une flaque d'eau, que vous en sortez, et que vous dites youpi, ça a bien marché, le moteur est pas en panne, vous avez ensuite la corrosion qui peut se mettre dans l'électronique. L'électronique, malheureusement, ne va pas s'oxyder instantanément. Donc une voiture qui a séjourné dans l'eau, mais pas forcément immergée, risque par la suite d'avoir des problèmes qui sont liés à l'électronique. Vous vous souvenez de la série Shérif, fais-moi peur ? Là, oui, ils étaient souvent... Non mais aujourd'hui, c'est Jean-Luc, fais-moi peur. Là, donc, en fait, on essaye de rester au sec au maximum. Ouais, c'est mais je vouloir comprends pas votre histoire de vague. Si jamais je suis prise dans... J'arrive pas à comprendre, je suis un peu Si blonde, vous avancez dans l'eau suffisamment vite, vous allez créer une vague devant la voiture qui évitera à l'eau de rentrer sous le capot. Donc, il vaut mieux aller suffisamment vite. Oui, suffisamment vite. Bon, évidemment, si vous arrivez avec beaucoup d'élan, paf, vous allez taper dans l'eau et vous allez vous arrêter, et la voiture aura calé et c'est foutu. Ok. Donc, il faut essayer de pousser l'eau. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, après, l'idéal, c'est d'avoir un 4x4 avec un schnorkel. Vous savez, c'est donc la prise d'air sur le toit. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Bien évidemment. Voilà. Mais bon, être très prudent avec l'eau. Alors après, ma voiture, elle a séjourné dans l'eau. Je ne roulais pas. Il a plu. Il y a eu de l'eau jusqu'à la moitié des roues. Alors, comment ça fonctionne avec les assurances ? Ça, c'est une bonne question. Après, on demandera à Marc Edrich, avec les véhicules électriques, comment ça se passe Kia a beaucoup de véhicules électriques dans sa gamme. Est-ce qu'un véhicule électrique, a priori, on est tenté de se dire oui, quoi. Quand on met un truc électrique dans l'eau, on se dit, mon Dieu, ça va être catastrophique. Vous allez voir que c'est pas forcément le cas. En revanche, si votre voiture thermique a été inondée et que vous avez eu de l'eau au niveau du siège, le siège conducteur, vous allez me dire s'il est réglable en hauteur, c'est à quel niveau? non, vous avez... Alors, de l'eau au niveau du siège, on considère que la voiture est foutue, elle n'est pas réparable. Ouais. Alors, après, est-ce que je suis assuré ou pas? Ça dépend si c'est une catastrophe naturelle ou non. Si c'est une catastrophe naturelle, que vous êtes assuré tout risque, vous serez remboursé. Si vous êtes assuré au tiers,
même si l'état de catastrophe naturelle a été décrété, vous serez malheureusement pas remboursé. Mais non, j'ai failli dire un gros mot. C'est pas cool. Ouais, non, c'est pas cool, mais bon, les assurances, c'est comme ça, quoi. Non, vraiment quand même, ils sont pas cool. Catastrophe naturelle. J'ai une catastrophe naturelle. Vous êtes au tiers, vous êtes assuré au tiers, malheureusement, votre véhicule ne sera pas remboursé. Mais c'est pas de ma faute. Mais non, mais on est d'accord, mais s'il y a un incendie, c'est pas de votre faute non plus. Ben non. En fait, l'assurance au tiers, c'est plus pour les dommages corporels que vous allez causer à un tiers ou pour les dégâts que vous allez causer à un tiers. Et pas vous n'êtes pas assuré pour les dégâts sur votre propre véhicule. Donc, qu'on vous rentre dedans ou que ce soit une catastrophe naturelle, à chaque fois, c'est le même problème. Il faudra qu'on fasse une spéciale assurance. Oui, on fera une spéciale assurance. On va expliquer plein de choses. À partir du moment où j'ai perdu ma question par rapport à cette histoire de tiers. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les assurances, de toute façon, elles proposent de plus en plus. Il y a des petites lignes en dessous, là, vol, feu. On dit jamais tout. Voilà, mais il y a de plus en plus spécialement, vous savez que la garantie incendie, c'est la même chose. Si on met le feu à votre voiture, je sais pas, soirée de 1er de l'an, il y en a certains un peu énervés qui mettent le feu à votre véhicule. Si vous n'avez pas la garantie incendie, vous ne serez pas remboursé. Et pourtant, vous n'y êtes pour rien. Vous n'étiez pas dans la voiture, elle était garée à l'extérieur. C'est arrivé à un de mes amis sur sa voiture de collection. Oui, voilà. Ça, les assureurs, les assureurs, il y aura des choses à dire. Je pense qu'on fera venir du monde. Comment tient Marc Edrich, voilà, on parlait d'inondation, il y a de plus en plus de voitures électriques ou électrifiées. Marc Edrich, dans les tests qui sont faits sur ces véhicules-là, j'imagine qu'on les fait aussi, j'allais dire pas nager, mais est-ce que c'est des voitures qui résistent un peu mieux ou moins bien à de l'eau ? Elle nagerait comme un fer à repasser. Oui, ça on est d'accord. C'est pas des questions qu'on me pose toutes les 5 minutes, donc j'ai demandé aux gens de la recherche et développement chez nous. Et en fait, tous les véhicules électrifiés qu'il y a, qu'ils soient hybrides, plug-in hybrides ou électriques, peuvent rouler dans l'eau jusqu'à peu près 25 cm de hauteur ou de profondeur. D'accord, donc on considère que c'est à peu près comme un véhicule thermique, quoi. Une batterie, ça reste comme... De toute façon totalement étanche, on peut pas. C'est complètement étanche. Et en revanche, si imaginons qu'il y a un souci un gros souci, et que la voiture soit immergée, dans ces cas-là, la batterie il y a un court-circuit, la batterie se met en sécurité, et il n'y a aucun risque de feu ou d'électrocution. D'accord, on ne va pas être électrocuté dans sa voiture si on est pris avec sa voiture électrique dans un cours d'eau. Bon, non, Bastien m'a fait une blague. Non, Bastien, on ne parle pas de clo-clo. Non. Il n'était pas en voiture électrique. Non, mais Bastien, c'est notre réalisateur, pardon. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. C'est-à-dire qu'avec l'électricité, est-ce que je risque l'électrocution ? Non. Ça, c'est une bonne chose. Non, on ne sera pas électrocuté dans sa voiture électrique. Allez, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. On reste avec vous, Marc Edrich, tout au long de cette émission. Vous êtes bien chez vous. Faites attention à vous. Comme Monsieur Edrich, vous avez peut-être la Covid, donc vous aussi, vous restez tranquillement à la maison. Vous vous protégez et vous protégez les autres. Dans quelques instants, nous allons avoir une question auditeur, puisque vous savez que vous pouvez nous rejoindre dès maintenant au 0826 300 300. C'est, je crois, Antonio qui a une question à poser d'ailleurs à notre invité aujourd'hui sur Sud Radio. On parle auto avec vous et avec Marc Edrich, qui est le président de Kia France. Bonne journée et bon week-end avec nous. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et c'est jusqu'à 13h30 que nous sommes en votre compagnie. Je vous rappelle les façons très simples d'intervenir dans votre rendez-vous, soit directement par le téléphone 0826 300 300 et c'est Manu qui vous accueille au standard de Sud Radio, soit par mail je participe@sudradio.fr ou alors même sur la page Facebook, mais on a un petit souci, on est en train de le régler ce matin, mais vous pouvez quand même laisser vos réactions. Alors, c'est Monsieur Facebook qui est malade ce matin. C'est Monsieur Facebook, ouais. Alors, on a un autre malade aussi ce matin, c'est Marc Edrich, qui est le président de Kia France. Il est chez lui, mais il n'est pas mourant, il a la Covid-19, mais tout va bien. Et tout va bien, il est content parce qu'en fait, Kia est un des constructeurs qui a eu les meilleurs résultats l'année dernière. On a vu que c'était la deuxième meilleure année de l'histoire de Kia France, donc c'est plutôt pas mal, avec une hausse de 13,2% des ventes. Et je vous demandais tout à l'heure, Marc, quel était le secret de Kia. Est-ce que vous avez été déjà touché par la pénurie des composants électroniques comme les autres constructeurs européens ? Alors, on n'est pas complètement immunisé. En revanche, on s'en sort beaucoup mieux, et notamment sur toute l'année 2021. Il faut savoir que notre groupe a on va dire, un vrai savoir-faire sur la façon de travailler avec les fournisseurs. On travaille main dans la main avec les fournisseurs. Ensuite, il y a beaucoup de fournisseurs de composants, de semi-conducteurs qui sont coréens.
Donc, quand deux Coréens discutent ensemble, ça aide. Et troisième point, on a attaqué 2021 en étant très optimiste. C'est-à-dire que certains, en 2020, se sont dit « Oula, crise sanitaire, crise économique qui va suivre, le marché va être complètement sinistré ». Nous, on s'est dit non, on va rebondir et on va rebondir très fort. Et donc, on a fait des plans pour rebondir très fort. Maintenant, on est quand même un peu touché. Il y a quelques délais qui s'allongent, mais pas énormes. Aujourd'hui, sur une EV6, vous avez votre voiture en 3 mois. Un nouveau Sportage, vous l'avez en 2-3 mois. Il y a un Sorento PHEV où là, on va être à peu près sur 6 à 7 mois. Mais au global, on reste sur des délais raisonnables. Maintenant, on est aussi un peu touché. On a quelques trous dans la raquette. Ouais. Alors moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand je suis allé en Corée visiter les usines et les centres de recherche. C'est que par rapport aux constructeurs occidentaux qui, en gros, sous-traitent 75% du contenu d'un véhicule, les constructeurs coréens, et là je parle principalement du groupe Hyundai Kia dont vous faites partie, conçoivent et construisent pratiquement l'essentiel de la voiture. C'est une politique qui existe toujours, ça ? Oui, la part toujours. des composants qui sont maison dans un véhicule Kia, c'est quoi ? Je vais pas vous répondre sur la part exacte parce qu'honnêtement, je la connais pas et elle varie énormément suivant les voitures. Mais vous avez raison, on est un conglomérat très intégré. On fait par exemple énormément d'électronique chez nous. La boîte de vitesse à 7 rapports qu'on a sur une Stinger par exemple, elle est faite maison. Elle n'est pas achetée chez un fournisseur à l'extérieur. Il y a même des aciéries Hyundai, hein, vous fabriquez votre acier. Oui, bien entendu. On fabrique notre propre acier et notamment nos aciers haute résistance. Donc c'est clair que dans un monde où aujourd'hui on voit des pénuries, on voit des engorgements à gauche, à droite, on a la chance de faire beaucoup de choses et peut-être plus que certains autres constructeurs. Donc ça aide. Ouais. La part des véhicules aujourd'hui vendus en France, fabriqués en Europe et fabriqués en Corée, c'est quoi ? Je vous disais, c'est à peu près 50%, ça dépend des années. Donc là, on est sur une année où on a le nouveau Sportage, l'accueil client, l'accueil des journalistes est excellent, donc on pense qu'on va faire une très belle année avec le Sportage, donc on sera peut-être à plus de 50%. On est à 50%, plus ou moins 5, suivant les années. D'accord. On a Antonio qui est avec nous, puisque c'est un moment aussi où on a vos questions en direct. Bonjour Antonio. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Madame Lolo. Au 0800 26 300 300. On vous écoute Antonio. Et bonjour à votre invité. Alors merci d'avoir sélectionné ma question. Alors en fait, comme Jean-Luc l'a dit, les voitures du groupe Hyundai Kia sont réputées pour être fiables parce que voilà, comme vous l'avez dit, vous sélectionnez vos composants, vos aciers, vous allez assez loin. Et il y a quelque temps, il y a certains modèles 100% électriques qui ont fait un peu la une des journaux spécialisés à propos de problèmes de batterie avec des incendies ou des explosions, je ne sais plus trop. Et en fait, ce qui est un peu drôle, entre guillemets, c'est que vous avez eu des soucis avec un des rares composants que vous ne fabriquez pas vous-même. Donc ma question, vous avez remédié au problème en changeant de fournisseur, mais est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux ou est-ce que vous avez envisagé de fabriquer vos batteries vous-même ? Oui, parce que très bonne question. Il y a une Renault Zoé, on va le dire, a des batteries LG, donc des batteries coréennes, et vous avez Samsung et LG qui sont deux des plus gros producteurs de batteries dans le monde. Pourquoi est-ce que vous fabriquez pas vos batteries ? Vous allez me dire, bah oui, mais on a déjà des fournisseurs qui sont pas mauvais, on va pas fabriquer nous-mêmes des choses que les autres peuvent nous donner. Réponse de Marc Edrich, président de Kia France. Oui, bonjour monsieur. Je vais juste vous demander, avant de répondre, de préciser un peu votre question parce que vous avez fait référence à un problème. Mais moi, je ne suis pas au courant de problème sur des voitures Kia. Ah, alors c'était les... Oui, c'était... En fait, ce sont les Hyundai Kona, mais en fait, la question ne concernait pas exclusivement Kia, mais plutôt le groupe. Alors, si vous me permettez, je ne vais pas répondre pour mes collègues de chez Hyundai. Ouais. En revanche, je vais juste vous dire que la batterie, par exemple, qui équipe le e-Niro, est une batterie d'un fournisseur qui s'appelle SK, alors que la batterie du Kona est une batterie LG. Donc, c'est pas les mêmes batteries. Donc après, je ne veux pas parler de ce problème que je ne connais pas chez Hyundai. Pour répondre à la question sur pourquoi ne pas fabriquer nos batteries, on est en train de travailler dessus. Ça se fait pas en 5 minutes. Les batteries, c'est de la chimie, c'est assez compliqué.
Donc, un bon nombre de constructeurs sont aujourd'hui en train de se dire comment, je fabrique les batteries, mais comment même je rentre dans le détail en fabriquant les cellules. Ouais. D'accord. Et c'est stratégique, on est d'accord, Marc. C'est complètement stratégique parce que pour un constructeur, ce qui est intéressant, c'est de se focaliser là où est la valeur ajoutée. Et la batterie sur les véhicules électriques, c'est le plus gros coût. Donc, autant intégrer complètement cette batterie et ne pas laisser cette valeur ajoutée dans les mains d'autres sociétés. Donc, on est en train de travailler dessus, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Bon, d'accord, ça veut dire que dans un avenir proche, les Kia auront des batteries et des cellules Kia dedans. Kia dedans, mais il y a une batterie. Pardon. Au cours des prochaines années, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, de toute façon, c'est en recherche et développement également. Voilà, oui. Antonio, merci beaucoup d'être venu pour poser cette question. Vous pouvez aussi, on vous souhaite un bon week-end, Antonio, d'ailleurs, à l'écoute de Sud Radio. Merci. On vous embrasse. On va faire une petite pause pub et puis après, ça sera l'essai de la semaine. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça va intéresser Marc, puisque l'essai de la semaine, c'est le Kia Sportage. Le ski. Non, c'est le Kia Sportage. On ne fait pas encore de ski, mais ça pourra venir. Oui, pourquoi pas. Allez, on en parle dans quelques instants. En attendant, faites comme Antonio, vous nous rejoignez au 0826 300 300 si vous voulez réagir et participer à votre rendez-vous. Ça parle auto, on parle auto jusqu'à 13h30 ou directement par mail jeparticipe@sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Dans quelques minutes, nous allons parler du véritable coût d'une recharge électrique intégrale. Ce sera aux alentours de 12h46, mais pour l'heure, eh bien, s'il s'agit de notre essai de la semaine by Jean-Luc Moreau, que vous pouvez retrouver bien évidemment intégralement en image sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, la vidéo, je tiens à préciser qu'elle est différente. C'est-à-dire, on développe beaucoup plus, on rentre dans le détail. On développe quoi? C'est-à-dire que sur Facebook, on a un petit teasing, il y a un petit résumé. Quelques images, vous avez l'essai qu'on va faire là tout de suite maintenant. Et si vous voulez en savoir plus, c'est-à-dire il y a plus de choses, c'est plus long, là, ça doit durer une douzaine de minutes. Si vous voulez en savoir plus sur le Kia Sportage hybride qui est l'essai du jour, eh bien vous allez sur la chaîne YouTube. Alors, Sud Radio. Alors, le Kia Sportage, c'est un modèle. Pardon, excuse-moi, j'ai envie de te couper la parole. Pour ceux qui nous rejoignent, on parle Kia parce que c'est une émission spéciale et que nous avons notre invité spécial qui est Marc Henrich, qui est le boss de Kia France. Oui, qui est le président de Kia France. Alors, on parle du Sportage, c'est un modèle important pour Kia. Pourquoi ? Parce que c'est la Kia la plus vendue dans le monde. Et ça a été le modèle le plus vendu en France jusqu'en 2019. Et cette 5e génération, évidemment, a envie de reprendre la place qui était la sienne. Alors, il est tout nouveau. C'est une nouvelle plateforme, des nouveaux moteurs, un nouveau design. On l'a dit tout à l'heure, c'est un Français d'ailleurs qui l'a dessiné. Moi, je le trouve plutôt réussi. Il est fabriqué en Slovaquie. Un style de caractère, c'est une voiture européenne. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années encore, c'est vrai que les voitures coréennes manquaient un petit peu de peps. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Même d'ailleurs, Kia dit le design peut être clivant et il l'assume totalement. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un SUV. C'est dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait à part des SUV ? Pas grand-chose. Un SUV, il est 3 cm plus long que le modèle qui remplace. Bon, on va dire que ça, c'est bien. Ils ont su conserver quand même un format relativement compact, même s'il fait 4,51 m de long. Le fait qu'il soit un peu plus long, ça bénéficie un peu à l'habitabilité et au coffre. Alors, très intéressant, sur l'hybride, le volume du coffre fait 583 litres. Pourquoi je dis très intéressant ? Alors, c'est bien, parce que c'est plus que sur le modèle essence ou sur le modèle diesel. Pourquoi ? Parce que là, la batterie qui n'est pas très grosse, c'est une petite batterie de 1,49 kWh, elle est installée sous la banquette arrière, donc ça dégage vraiment du volume pour le coffre, alors que par exemple, sur le diesel, vous avez le réservoir d'AdBlue qui empiète sur la capacité du coffre. On a dit hybride, donc hybride ça veut dire mariage. Moitié thermique. Exactement. Moteur 4 cylindres essence, 1,6 litre 180 chevaux, moteur électrique 60 chevaux pour un total de 230 chevaux et 350 Nm. Vous allez me dire, ici encore pas compté, mais non, c'est la puissance de la batterie qui fait la puissance totale. C'est pas l'addition de 180 et 60 qui fait 230. J'ai essayé la version 2 roues motrices, c'est important parce qu'il y a aussi un 4x4 qui est disponible. Il y aura une version 4 roues motrices et non pas avec un moteur électrique à l'arrière, mais avec une vraie transmission. Le style intérieur, alors j'aime beaucoup parce que ça se rapproche de l'EV6, c'est le modèle 100% électrique qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. Ça fait comme vous savez, un grand écran panoramique devant le constructeur qui est composé devant le conducteur, pas le constructeur, qui est composé de 2 écrans qui font 12,3 pouces chacun. Sous cet écran,
qui a eu la bonne idée de conserver un petit bandeau tactile. Alors en plus, on peut changer, ça peut être soit la commande de la clim avec tout un tas de petits boutons tactiles, soit des raccourcis pour arriver à des fonctions essentielles. Ça, c'est bien. Notre modèle GT Line Premium avait une dotation princière, voilà, toit ouvrant panoramique, caméra 360 degrés, IFI Harman Kardon, siège avant réglage électrique, chauffant, ventilé, volant chauffant pour ceux qui ont froid à leurs petits doigts, enfin bref, tout ça c'est bien. Alors maintenant je vais tirer, c'est pas parce que Marc est là, un coup de chapeau à Kia France, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas prendre la suspension pilotée, mais de mettre des roues moins grosses. En clair, ça veut dire on a une suspension normale, mais on a des roues raisonnables qui ne font que 18 pouces. Et au final, ça donne quoi ? Ça donne un confort de roulement qui est quand même assez bon. Et ça se marie à merveille avec la douceur de la mécanique. On a une boîte automatique à 6 rapports. Et puis le silence remarquable, on peut avaler les kilomètres absolument sans fatigue. Avec 230 chevaux et puis un couple conséquent, on a aussi des reprises qui sont bonnes, mais c'est pas une voiture qui aime être brusquée. Pourquoi ? Parce que on a 1550 kilos sur la balance, un châssis qui est réglé assez souple. On n'est pas au volant, par exemple, d'un Peugeot 3008. Alors ça, je sais qu'il va pas aimer, Marc, mais bon, on n'est pas au volant d'un Peugeot 3008. D'ailleurs, de toute façon, la philosophie douce de l'engin, il y a une position sport qui est prévue. Vous pouvez franchement, ça sert à rien. Ouais. Là, ils auraient pu économiser un petit peu. Et pourquoi ça sert à rien ? On va demander à Marc, ça sert à rien. Ça modifie un petit peu la réaction de la pédale d'accélérateur, la réactivité de la boîte. Mais on ne va pas rouler sportivement avec cet engin-là. C'est une familiale. On a envie de confort, on a envie de silence. Et on les a. Alors, le modèle que j'ai essayé, merci à Kia, parce que je l'ai essayé un petit peu avant la présentation presse pour pouvoir en parler aujourd'hui. Vous étiez le premier à l'avoir ? Oui. Trop bien. J'ai réussi à afficher, malgré le peu de rodage, il avait, je crois, 12 km quand je l'ai pris, donc le moteur n'était pas rodé. J'ai réussi à afficher une moyenne de consommation de 6,5 litres au 100, avec de la route, de l'autoroute et de la ville. Ce qui veut dire que rodé, on va gagner encore un peu. Ça veut dire rodé, on va gagner 0,2, 0,3 litres. C'est important en ce moment. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, parce que je vous rappelle qu'on a quand même un véhicule assez conséquent, qui fait 230 chevaux, qui fait presque 1,6 tonne. Et on a des consommations qui sont assez raisonnables. Ce qui fera la différence par rapport à la concurrence, on en parlera tout à l'heure, c'est les garanties 7 ans, 150 000 km qui est évidemment disponible sur ce modèle. Et puis un malus écologique qui est assez faible. On va demander à Marc s'il le connaît d'ailleurs. En revanche, l'addition m'a semblé un peu salée. C'est 44 990 € pour cette version, je l'ai dit, super équipée. Elle démarre à 37 400 € en finition active. Voilà, je ne sais pas quelle sera la proportion des modèles super équipés dans la gamme. On va tout de suite demander ça au patron. Exactement. Puis alors, juste un petit coup de cœur féminin, parce que j'ai le droit d'en placer une de temps en temps sur mes coups de cœur féminins. Je la trouve plutôt réussie. Elle est plutôt jolie, moi j'aime bien. Elle est plutôt jolie. Nous les filles, peut-être enfin pas moi, mais un peu quand même. Je choisis aussi pour la ligne des bagnoles, pardon, des voitures, des caisses, des titines, des Simone, des tout. Marc, votre avis sur l'essai de notre ami Jean-Luc Moreau sur Sud Radio ? Écoutez, il a dit beaucoup de choses super sympas sur la voiture. Donc, non, mais elle est bien, ça c'est clair. Honnêtement, moi je trouve qu'elle est très bien. Il y a une montée en gamme à l'intérieur qui est exceptionnelle, c'est vraiment canon. On se sent presque comme comme dans une voiture premium. Donc je trouve que c'est un véritable événement pour nous. Il faut savoir que Sportage, c'est pas n'importe quelle voiture dans la gamme, parce que le nom Sportage, il est presque plus connu que la marque Kia. Donc renouveler pour nous le Sportage, c'est véritablement un événement. Et quand je regarde, vous savez qu'on est en week-end porte ouverte en ce moment. Et quand bien placé. Ça tombe bien. Hein. Bien placé. Je l'ai placé. Mais et quand je regarde les commandes, elles sont exceptionnelles. Donc on a énormément d'essais, énormément d'intérêt sur notre site internet. Il est déjà dans les concessions là, le nouveau Sportage. Il est arrivé dans les concessions à la fin du mois de décembre. Et les essais ont commencé. En fait, toutes les motorisations sont aujourd'hui disponibles, à l'exception du plug-in hybride. Le plug-in hybride, les prix sont connus. En revanche, la voiture rentre en production en février, donc elle sera dans les concessions fin février, début mars. D'accord. Juste une question, tu as parlé des prix. Pardon, vous avez parlé des prix, Jean-Luc ? Oui, on a parlé des prix. Okay. On a dit 44 990 €. Alors, le principal concurrent, c'est un peu le cousin. Hein, c'est le Hyundai Tucson qui est déjà sur le marché depuis un moment et qui a fait son trou. Si je vous demandais quel est l'avantage, qu'est-ce que vous allez mettre en avant ? Moi, je suis un client qui hésite entre les deux. On a quelqu'un qui patiente à l'antenne. S'il vous plaît, au standard. Monsieur Jean-Luc Moreau. Les deux marques n'ont pas du tout le même positionnement. Donc, les designs sont complètement différents. On peut avoir des points communs sur les plateformes ou les motorisations. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans les groupes automobiles,
il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. La marque Kia, elle est positionnée et elle s'adresse à des clients plus jeunes, un peu plus tôt dans le cycle de vie. Je pense, là, dans le top 4 des marques les plus jeunes en France. Ah, c'est bien ça. C'est pas le cas de nos cousins. Alors, il a un prénom jeune. Oui, là, il a un prénom jeune aussi, Aurélien. Bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous appelez d'où, Aurélien? Bonjour, J'habite à côté de Nîmes, près d'Uzès. Ah, très bien. Bienvenue sur Sud Radio. On écoute votre question. Merci beaucoup. Voilà, je suis propriétaire d'un Kia e-Niro. Alors, j'en suis très très content. Hein. Il n'y a pas de souci. Sauf le petit bémol, ce serait la charge rapide. Alors, j'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas eu une possibilité de faire une mise à jour pour augmenter en fait la capacité de recharge un petit peu plus au-dessus de 100 kW, ce qui serait pas mal pour l'usager, quoi, sur les longs trajets surtout. Oui, alors moi je vais même rajouter une question pour Marc après, parce qu'on en a parlé du Sportage, mais il y a le nouveau Niro qui va arriver aussi bientôt. Alors déjà Marc, la réponse. Sur l'ancien, parce que en fait, je pense qu'Aurélien m'avait écouté à un moment, moi j'avais discuté avec les ingénieurs à l'époque, ils m'avaient dit oui, sur la charge rapide, on pourrait aller plus loin, on va attendre d'avoir des retours, et éventuellement on pourra upgrader la vitesse de charge. Est-ce que c'est envisageable ou pas sur l'ancien modèle du Niro électrique? Marc Edrich, président de Kia France. Ce n'est pas envisageable. Le e-Niro actuel peut charger à 77 kW au maximum. Vous savez que dans la recharge d'un véhicule électrique, ce qui compte, c'est la courbe. On peut avoir un pic et si après on s'effondre complètement, c'est pas très intéressant. Chez Kia, on a une courbe et on tient relativement longtemps la charge maximum, ce qui fait que le e-Niro se recharge quand même rapidement. Et pour répondre précisément à la question de monsieur, non, on ne pourra pas upgrader le e-Niro et le faire passer à plus de 100 chevaux. Donc Marc, vous allez lui vendre un nouveau Niro qui arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on fait du coup, excusez-moi Marc et Jean-Luc, des voitures, du coup, si les gens veulent... Non mais ça charge déjà à 77 kW, c'est déjà une allure de charge qui est correcte. Ça fait partie des occasions qui vont perdre de la valeur parce qu'on ne pourra plus les charger petit à petit dans 5 ans, 10 ans, aussi vite que les nouvelles. Non. C'est des vraies questions, ça. Oui, mais en fait... vous avez plusieurs paramètres qui font la future valeur d'une voiture d'occasion. Vous avez l'autonomie, vous avez la vitesse de recharge, vous avez la garantie. On a des valeurs résiduelles chez Kia qui sont très élevées parce qu'on sait qu'un e-Niro que monsieur a, par exemple, s'il le revend dans 2 ans ou dans 3 ans, à 455 km d'autonomie avec une vitesse de recharge et la courbe de recharge du e-Niro de 77 kW, sa voiture ne sera pas complètement dépositionnée. Elle sera bien entendu moins moderne qu'une voiture qui sortira en 2023 ou 2024, mais elle ne sera pas complètement dépositionnée. Très bien. Bon, parfait. De toute façon, on va parler recharge là, juste après, ça tombe bien. dans la chronique environnement. Donc c'est formidable. On a laissé passer une petite page de pub. Allez, et puis, effectivement. on retrouve Marc Edrich, qui est notre président de Kia France avec nous. Et justement, on va parler vitesse de charge. Tiens, ça tombe bien. Et puis, vous le savez, vous faites... merci beaucoup d'ailleurs à Aurélien d'être intervenu, d'avoir posé cette question méga intéressante. Il va rester, il va nous écouter, Aurélien, parce qu'il va acheter un nouveau... Il fait comme il veut, en fait, à Nîmes. Et sinon, vous faites comme Aurélien, vous nous appelez au 0826 300. Votre moment à 13h, vous pourrez poser vos questions évidemment en direct à l'ami Jean-Luc, donc vous n'hésitez pas, c'est un moment que l'on vous réserve. Et vous pouvez aussi nous écrire par mail je participe @sudradio.fr en mettant bien sûr dans l'objet de votre mail on parle auto. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et avec vous, évidemment, vous le savez, on parle auto, c'est jusqu'à 13h30. Tout de suite, on va parler auto et environnement avec une question d'auditeur, c'est-à-dire vous qui nous rejoignez au 0826 300. Et c'est Jean-Louis qui nous rejoint. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour à tous les deux. Comment ça va ? Ça va très bien. Moi, j'expliquais à votre standardiste que je suis en pleine campagne, mais dans la montagne. J'ai été obligé de monter sur une partie plus élevée pour arriver à vous capter. C'est énorme. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Alors votre question, c'est énorme. Bon, ma question, je l'en avais préalablement informé Jean-Luc. Je suis propriétaire d'une voiture hybride rechargeable qui n'est pas de la marque de votre invité. D'accord, qui n'est pas une Kia, ok, d'accord. Bon, voilà, donc je ne sais pas si je dois la signaler ou pas, peu importe.
Ce qui est certain, c'est que j'aimerais savoir, lorsque je mets mon véhicule en charge, sur quelle consommation d'électricité je dois tabler, parce que j'ai un compteur Linky, mais totalement impossible d'avoir le coût réel de la recharge. Voilà, là, je suis en charge, enfin, je la mets en charge sur un réseau domestique et je laisse 5-6 heures d'affilée de charge, et pour arriver malgré tout à une recharge qui ne me donne que 40 ou 45 km d'autonomie. Comment on peut savoir du coup? Alors voilà. Parce que la vraie question, si je résume, c'est combien ça me coûte quand je charge à la maison. Exactement. Mais alors la réponse, c'est une réponse de Normand, c'est ça dépend. Alors vous allez prendre le prix en fonction de votre abonnement du kilowattheure. Vous regardez ensuite la capacité de votre batterie, combien il y a de kilowattheures dedans, et vous dites c'est pas compliqué. Je multiplie le nombre de kilowattheures que je dois charger par le nombre le prix au kilowattheure. Mais c'est pas du tout. C'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que il y a ce qu'on appelle le rendement de charge sur les chargeurs. Je vous prends un exemple. Une Zoé, quand on la branche sur une prise 10 ampères, elle est très mauvaise en rendement de charge. En gros, c'est comme si vous faisiez le plein en mettant plein d'essence à côté du réservoir. Si vous aviez la bloblotte au moment... Voilà. Donc, on consomme plus d'énergie qu'on en mettra dans la batterie. En clair, c'est ça. Donc ça va modifier, et ça dépend de chaque véhicule, et ça dépend de l'allure de charge de la voiture, parce qu'elles sont plus ou moins bonnes. Alors on peut après... Non mais c'est vrai. Non mais je suis d'accord. C'est vrai, on peut... Alors il y en a qui vont dire aussi ça coûte très cher de faire de la charge rapide. Alors je suis pas si sûr que ça. Et d'ailleurs, comme justement on a Marc Edrich avec nous... Le patron de Kia France. Exactement, Marc. Alors vous avez lancé... quand on achète une Kia électrique, déjà vous fournissez quand même aux acheteurs la possibilité de se recharger pratiquement partout. Marc a disparu. Non, il est là. Je suis là. Nous écoute. On fournit plusieurs choses. Le premier point qu'on fournit avec la voiture, c'est un câble T2 pour pouvoir se recharger très très vite. C'est tout bête, mais un câble T2 ça coûte pas 2 €, c'est assez cher. Et donc, c'est standard dans tous nos véhicules électriques. Le deuxième point, c'est qu'on fournit aussi ce qu'on appelle une carte qui s'appelle Kia Charge Easy et qui donne la possibilité aux clients de se recharger partout en France et en Europe avec une seule carte, à un coût spécifique. Ouais, c'est 299 000 bornes en Europe et 30 800 au dernier pointage. Donc c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 cartes différentes. Vous arrivez, hop, vous mettez votre carte Kia sur la borne et vous rechargez. Alors combien ça coûte? Mais s'il vous plaît, la question elle est là. Combien ça coûte? Combien ça coûte si on fait de la charge ultra rapide, par exemple, Marc? Alors, ça dépend. Chez Ionity. Ça dépend. Voilà, si vous êtes chez Ionity, donc nous, on fait partie du consortium Ionity. Ça veut dire qu'un client Kia a la possibilité, pour 13 € par mois, de prendre un abonnement d'1 an à Ionity. À ce moment-là, il va recharger sa voiture pour 100 km en 4 minutes 30. Et comme Ionity facture à la minute, ça va lui coûter 1,30 €. Ah oui. 1,30 € pour 100 km. Ça, retenez bien ça. 1,30 € pour 100 km, et puis on va faire, en dehors de chez soi. Voilà, et on va multiplier par 4 ensemble, parce que pour 400 km, donc on est à 5,20 €. En revanche, si ce client n'a pas une Kia et n'est pas membre avec un constructeur qui est membre du consortium Ionity, là il va payer 3,60 €. Et donc c'est là où la vitesse de recharge devient très intéressante. Comme une EV6, par exemple, recharge a des capacités de recharge de 800 volts, on est parmi les meilleurs du marché aujourd'hui, puisque de 10 à 80%, on est en 18 minutes. Donc c'est moi j'ai même fait 20 80% en 16 minutes, je l'ai mesuré moi, donc je peux vous assurer que c'est vrai. Alors moi, excusez-moi de vous couper, monsieur Edrich, mais je voudrais revenir aussi sur la question pour conclure de notre ami Jean-Louis, parce que sa première question, c'est comment je sais combien je consomme à la maison. Alors, quand il est à la maison, moi, je vais vous répondre avec ce que je sais, parce que la réponse de Jean-Luc a été très très claire. Ça dépend des voitures. Pour une Kia, par exemple, quand vous êtes sur une
sur une prise normale, 220 volts, 10 ampères, et que vous allez mettre 7h50 pour recharger une EV6, ça va vous coûter 2,75 €. D'accord, voilà. Donc vous avez une idée. C'est précis. C'est précis, Jean-Loup. Du coup, on a répondu à votre question. Pour Kia, hein, ouais, voilà. pour Kia, mais après, sinon, la possibilité très rapidement pour Jean-Loup, s'il nous reste 4 minutes 30 avant la fin de cette première heure, c'est de se dire combien je consommais avant. Il faut faire des petits calculs avant qu'il ait sa voiture électrique. Pas tant que ça. Il faut prendre un petit papier. Je consommais combien et maintenant je consomme combien en faisant mes pleins en plus. Non, il y a des petits appareils qu'on peut brancher dans les prises et qui vous dites combien vous avez consommé d'ampères sur cette prise-là. Et ça c'est cool. Voilà. Mais mon Jean-Louis, bonne balade à la montagne. Merci d'être intervenu. Je vous remercie. On vous embrasse infiniment. Merci Jean-Louis. Au revoir. Salut Jean-Louis. Allez, à suivre, on va parler pneus. Tiens, allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous accueillons Georges Beauchaton, qui est directeur des ventes et du marketing de chez Hankook, marque de pneus coréenne. Exactement. Bonjour Georges. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour Marc. Tiens, Laurence va faire du coréen, va apprendre son premier mot de coréen. Hankook, ça veut dire quoi en coréen? Eh bien, Hankook en coréen, ça veut dire Corée. Ah, ça ne veut pas dire cuisine, ça veut pas dire non plus, toujours pas, Laurence. Je vous taquine. Vous savez c'est un peu comme si on appelait une marque de pneus française France. Eh ben, exactement. Hankook, c'est bien coréen. Ça, ouais. Ça existe depuis longtemps, Hankook? Alors, Hankook, c'est une société qui a été créée en 1941. C'est une entreprise familiale qui appartient toujours à son créateur, la famille Cho. C'est le petit-fils du créateur qui est aujourd'hui notre DG. Ouais. D'accord. Et ça s'est développé assez rapidement en Asie. Ça a accompagné en fait le développement de la Corée, cette explosion après la Deuxième Guerre mondiale, pour un vrai virage à partir des années 80, où là, on s'est vraiment internationalisé. Avec le développement de nouvelles usines, la plantation aux États-Unis et depuis 2008, une usine en Europe, en Hongrie, qui nous permet d'être le partenaire des constructeurs européens. Alors, ce qui est très étonnant, Georges, c'est qu'au départ, les pneus Hankook, c'était, on va dire, du pneu les premiers prix. Et que petit à petit, vous êtes monté en gamme, un peu à l'image, justement, des constructeurs coréens qui sont arrivés avec des voitures, au départ, qui vendaient parce qu'elles étaient un petit peu moins chères. Aujourd'hui, vous êtes à l'égal, on va dire que vous êtes dans les pneus premium, et vous êtes même numéro 1 en Allemagne, devant des grandes marques comme Continental, Michelin, etc. C'est incroyable. Excusez-moi Jean-Luc, c'est un peu la même histoire, mais je dirais les stratégies coréennes sont assez similaires. Nous, nos clients ont l'habitude de nous dire qu'on est le Samsung du pneu. C'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on est effectivement arrivé avec des produits qui étaient pas les plus chers du marché, bien évidemment, mais on a beaucoup investi sur la R&D. Beaucoup investi sur la qualité de production, et je dirais aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est qu'on a une qualité de production irréprochable, et c'est souvent le cas des produits coréens. Ouais. Une très très bonne maîtrise des technologies de production, et on base beaucoup d'investissements sur l'innovation. Ce fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir des produits qui sont parmi les meilleurs du marché, voilà, qui sont irréprochables en qualité, et qui vont vous apporter des innovations tout en étant un rapport qualité-prix qui reste toujours très très intéressant, même si bien évidemment un produit premium, ça reste un produit un peu plus cher que la moyenne. Ouais. Alors vous équipez évidemment les voitures coréennes en première monte, j'imagine, mais vous équipez d'autres marques? Alors on est très très allemand, vous l'avez dit. On a un très très fort partenariat avec le groupe Volkswagen, principalement sur les marques Volkswagen et Audi, mais on travaille aussi beaucoup avec BMW, Mercedes, Tesla maintenant, pour ce qui est aujourd'hui des véhicules thermiques et électriques, mais aussi on a 2-3 accointances avec peut-être des nouvelles marques qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on verra sur nos routes. On travaille un peu avec Wewo. Et si je veux équiper ma Ferrari, ma Porsche, ma Lamborghini avec du Hankook, ça existe? De mon cœur. Alors, pas pour l'instant, parce qu'on doit développer... Bien fait. Merci Jean-Luc. Pas pour l'instant. On va lancer cette année un tout nouveau produit qui s'appelle l'Evo Z, qui est un ultra haute performance et qui sera accompagné bien évidemment de monde d'origine. Alors, pas chez Ferrari, parce qu'on n'est pas très partenaire de Ferrari, mais on a des partenariats forts avec Lamborghini et peut-être Audi, donc on a 2 ou 3 choses peut-être à vous raconter. On est très très partenaire de Porsche.
Donc si vous avez une Porsche, vous pouvez être en monde d'origine en coupe, mais pour l'instant c'est le seul. Ça tombe bien d'ailleurs, Jean-Luc, parce que Porsche a explosé au niveau des ventes. Encore, ça reste une des marques premium qui cartonne. Merci beaucoup, Georges Beauchaton, d'avoir fait un petit coup. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de recoupe bientôt. C'est toujours un plaisir. Et vous êtes le bienvenu, y compris chez nous directement dans les studios de Sud Radio. Georges Beauchaton, directeur des ventes du marketing de Hankook, qui veut dire donc coréen. Non, qui veut dire Corée. Corée, pardon, excusez-moi. Et vous savez ce qui va se passer là. Il y a le retour de l'info. Et puis juste après, c'est votre moment à vous. 0826 300 300. Toutes vos questions en direct à l'ami Jean-Luc. Moi aussi, j'ai des questions à poser, j'aurai le droit. Oui, mais à notre invité, à Marc Henrich, qui est donc le patron de Kia France, qui est avec nous jusqu'à 13h30. Je vais faire comme Léo Ardorel, notre super journaliste. Merci d'être avec nous et et de suivre On parle auto. J'aime bien, je trouve ça joli. Et pour ne pas faire croire qu'on est en retard, on dit il est 13h03 minutes et 72 secondes ou 85 secondes. Il est 13h04 pile poil. Allez, c'est parti pour la dernière demi-heure, de On parle auto avec votre moment à vous qui arrive dans quelques secondes. 0826 300 300. Vos questions en direct à Jean-Luc Moreau. Après, on parlera de voitures de collection et puis on reste bien sûr avec notre invité spécial pour cette émission qui ne l'est pas moins, Marc Henrich, qui est le président France de Kia. Allez, c'est parti avec vous et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et tout de suite, les questions en direct à Jean-Luc. C'est Olivier qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et bonjour au directeur de Kia France. Le président Marc Henrich. On vous écoute. Donc j'avais une question, pourquoi les véhicules en France ont des équipements différents des autres pays, notamment la pompe à chaleur et le réchauffeur de batterie? Là, on parle des Kia. Parce que vous possédez, j'imagine, une Kia électrique. Et je possède un Kia Niro électrique. Alors tiens, comme Marc nous écoute pas, là, vous en êtes content de votre Kia Niro? J'en suis content, oui, tout à fait. Parfait. Et donc, par contre, vous auriez aimé avoir la pompe à chaleur comme il y a sur certains marchés. Et le réchauffeur de batterie, voilà. Tout à fait. Parce que actuellement, avec le froid qui fait, la consommation du chauffage varie en fonction de la température extérieure et la consommation est de 5 à 6% au 100 km. Ouais. Marc, c'est un choix marketing de ne pas avoir proposé la pompe à chaleur sur le e-Niro? Alors, c'est pas seulement un choix marketing, c'est un choix de pays. Alors, tout d'abord, je vais répondre à la question d'Olivier concernant les différentes stratégies pays par pays. Chaque pays est libre d'organiser ses gammes en fonction de ce qu'il pense le plus pertinent pour ses clients. Nous, en France, on est un des plus gros marchés de l'électrique et donc on a bâti notre gamme e-Niro. Par exemple, on a fait le choix de ne vendre que des grosses batteries 64 kW, pour revenir à ce que disait Laurence tout à l'heure, pour justement être sûr que dans quelques années, quand Olivier revendra sa voiture, que sa voiture ait toujours de la valeur. Ça, c'est un choix de la France. L'Allemagne, par exemple, vend des petites batteries. L'Angleterre vend aussi des petites batteries. Nous, on vend 99% de grosses batteries. D'accord. Après, spécifiquement sur la pompe à chaleur, on s'est posé plusieurs fois la question. Une pompe à chaleur, ça coûte entre 1200 et 1500 euros. La pompe à chaleur, elle fonctionne de façon optimale entre moins 10 et 10 degrés. Et on sait qu'à partir du moment où on est sur des températures très basses, on perd des kilomètres. On perd à peu près 80 kilomètres. Avec une pompe à chaleur, au lieu de perdre 80 kilomètres, on perd 69 kilomètres. Donc c'est 11 km d'écart. Le prorata. Est-ce que 11 km, ça vaut 1500 euros? C'est ça la vraie question. C'est exactement la réponse. Ouais. Moi, je vends des voitures aussi à Marseille, à Biarritz, à Nantes et à Lille, etc. Et donc on se dit, si on standardise, parce que c'est ça la question, si on standardise la pompe à chaleur, on augmente le prix de 1500 euros, donc toutes les mensualités vont suivre, etc. Alors ça va faire plaisir à monsieur. En revanche, le client qui est à Alès, qui est à Toulouse, lui, il va nous dire, écoutez, votre voiture, elle est trop chère. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix chez Kia France de la mettre en option. C'est une bonne réponse en tout cas et c'est direct, Olivier. Voilà, vous avez votre réponse. Ça vous convient, Olivier? Tout à fait. Et concernant le réchauffeur de batterie, parce que quand on fait de la charge rapide, je prends l'exemple de l'EV6, d'après les différents témoignages que j'ai, on commence à 55 kW pour plafonner à 110, et sur le Niro, on commence à 22 pour plafonner à 45. Alors,
là, je vais vous arrêter, Olivier, parce qu'on plafonne pas à 110 avec le l'EV6. Hein. Moi, je suis monté à 242 exactement. 242 kW, donc c'est une allure de charge qui est importante et surtout plus que le pic, c'est ce qu'expliquait Marc tout à l'heure, c'est que on garde une allure de charge élevée pendant longtemps, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Bon. D'accord. Bon ben voilà, merci beaucoup Olivier. Très bien, mais je vous remercie. Alors je vous bouscule un peu parce qu'on a Eric également qui nous rejoint au 0826 300 300 et qui nous appelle parce qu'il écoute l'émission et qui veut parler aussi qu'il a découvert Kia. Salut Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Alors c'est Laurence et Jean-Luc. Pardon, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour monsieur le président. Voilà, on vous écoute bonjour Eric. Alors, en fait, j'avais deux questions. Je suis chef d'entreprise, je fais beaucoup de routes, j'ai roulé pendant des années avec une marque concurrente, et puis pour avoir eu mal au dos, je me suis mis à conduire une Kia qui m'a fait beaucoup de bien. Par la suite, j'ai pensé éventuellement à équiper mes commerciaux en Kia, et un de mes commerciaux qui habite sur Bouligny, par exemple, je me suis dit, mais jamais je vais trouver de concessionnaire sur Bouligny. Comment... c'est où ça, excusez-moi Excusez-moi, Eric. Bouligny, c'est où? Je me suis rendu compte que vous aviez des concessions de partout. Comment vous avez fait pour avoir autant de concessions? Et deuxièmement, comment vous vous projetez par rapport à Renault qui annonce être tout électrique en 2030, je crois? Réponse de Marc Edrich, président de Kia France. Alors, je vais commencer par la première réponse. Aujourd'hui, puis merci en tous les cas d'avoir essayé des Kia, parce que c'est vrai qu'on a travaillé énormément le confort des sièges et que ça permet de ne plus trop avoir mal au dos. Moi-même, j'ai souffert du dos ces quelques dernières années et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir des bons sièges. On a 214 points de vente en France. Aujourd'hui, on a une centaine d'investisseurs qui font confiance à la marque Kia. La marque Kia attire énormément. Tout à l'heure, vous me disiez quels sont les chiffres de Kia. On a augmenté nos volumes de 80% sur les 6 dernières années. Donc, automatiquement, on a aujourd'hui des concessionnaires qui ont envie d'être Kia et qui maillent parfaitement le territoire, y compris, donc vous avez parlé tout à l'heure à côté de Metz. Oui, on a un concessionnaire à Metz, on a un concessionnaire à Longwy, on a un concessionnaire à Thionville. Après, concernant votre deuxième question, est-ce qu'on va passer en tout électrique comme Renault l'annonce? Il faut savoir que aujourd'hui, les constructeurs automobiles doivent répondre aux réglementations et notamment à la réglementation sur le CO2 de la Commission européenne. Et encore plus que ça, la Commission européenne est en train de dire, à partir de 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques en Europe. Donc, tous les constructeurs vont petit à petit se transformer en constructeurs électriques et seulement de véhicules électriques. Je parle là pour l'Europe, pas pour le reste du monde. Et chez Kia, c'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on le fera avant 2030? Oui, certainement. Vous dire si ça sera exactement 2025, 2026 ou 2027, on va le faire petit à petit parce qu'on a toujours placé le client au centre du jeu. Donc d'un côté, on veut être proactif, mais de l'autre côté, à partir du moment où il y a toujours de la demande sur des véhicules thermiques ou des véhicules plug-in ou des véhicules hybrides, on y répondra. Eh ben voilà, en tout cas les réponses sont claires et nettes, l'ami Jean-Luc. Hein, exactement. C'est cool, hein. Moi j'en aurais plein, j'ai encore plein de questions. Alors ça tombe bien. Et on va laisser passer la pub. Exactement. Et après, on parlera collection. Je vais d'abord dire au revoir à Eric de Paris, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre au 0826 300 300. Passez un bon week-end, Eric. Et puis effectivement, on vous embrasse fort, merci. On va parler voiture de collection et de rétromobile qui est reporté. Et puis toutes les dernières questions avant 13h30 à notre invité Marc Edrich, qui est le président de Kia. Et surtout, on va parler de voitures de collection. C'est un des nouveaux rendez-vous de notre nouvelle émission jusqu'à 13h30, enfin, de la nouvelle durée de On parle auto. Et on va accueillir tout de suite quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, et dehors aussi d'ailleurs, Jean-Sébastien Guichawa, qui est le directeur de Rétromobile, Jean-Luc. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour. Bon Jean-Sébastien, cette semaine vous avez annoncé lundi un report. Alors est-ce que c'est bien un report ou une annulation de Rétromobile? Parce que moi j'ai déjà attendu l'édition de l'année dernière qui n'a pas eu lieu. J'ai beaucoup pleuré, donc je voudrais pas pleurer cette année. Non, c'est bien un report. Hein. Je confirme en fait. Face à la situation sanitaire de rentrée aux mesures restrictives de certains pays, parce que Rétromobile est aussi international. Nous avons sollicité exposants et visiteurs à travers un sondage et voilà, le résultat est sans appel, plus de 80% ont voté pour le report. Donc je l'ai annoncé lundi, donc ce sera du 16 au 20 mars
à Paris, porte de Versailles. Juste avant le printemps, ouais. Oui, c'est vrai. C'était normalement du 2 au 6 février, on est d'accord. Donc ça, bon, ceux qui vont se pointer le 2 février, il n'y aura rien, on est d'accord. Et ceux qui vont arriver au mois de mars, s'ils vont dans le hall 1 et 2, il n'y aura rien non plus, parce que ça ne sera pas exactement au même endroit. Ah. Non, ce ne sera pas au même endroit. Alors, en fait, j'ai eu une fenêtre de tir avec Porte de Versailles qui m'ont proposé les halls 7-2 et 7-3. Alors, on va être sur à peu près la même surface d'exposition, un peu plus de 60 000 mètres carrés de surface d'exposition. Et donc, ce sont des halls à proximité qui sont très bien. Et d'ailleurs, Rétromobile a déjà eu lieu dans un de ces halls, dans le 7-2, il y a 11 ans exactement. D'accord. Tous les exposants qui étaient prévus en février vont se reporter sur le mois de mars ? Oui, tout à fait. En tout cas, ceux qui étaient inscrits. Et puis, le fait d'être reportés, il y en a d'autres aussi là qui sont en train de se manifester. D'accord, ça va. En fait, vous pensez que vous allez avoir plus de monde au mois de mars qu'au mois de février ? Oui, en tout cas, on l'espère. Hein. Février, il y avait déjà du monde, mais là, ça permet un peu une certaine bouffée d'oxygène et les exposants ont plus confiance. Et donc, on a encore 2 mois pour bien se préparer. Mais en tout cas, l'équipe est ultra motivée. Et puis, on a beaucoup de contenu. On peut parler un peu de 3 scoops cette année, il y a des 3 choses un peu nouvelles ou bien ? Oui, après, il y a les animations que nous faisons sur Rétromobile. J'ai gardé mon responsable d'animation. Donc, il devait partir à la retraite et je l'ai retenu. Ouais, il faut l'attacher. Ouais, je le connais en plus, il faut l'attacher. Ouais. C'est qui Il s'appelle Thierry Farge. Il fait les animations de Rétromobile depuis 1981. Et ben voilà, comme ça, on lui fait un petit coucou. Il y aura d'ailleurs le fardier de Cugnot en démonstration, c'est ça ? Oui, le fardier de Cugnot. Est-ce que Laurence peut faire un tour avec la première voiture du monde ? Oui, on le fera en démonstration, donc elle pourra monter dedans. Donc c'est un véhicule qui date quand même de 1769 et on le fait venir en convoyage spécial depuis la Meuse. Oh, c'est génial. C'est une réplique qui a été construite par, je crois, des étudiants ingénieurs, mais qui est fonctionnelle. C'est ça qui est très intéressant. Et l'ami Jean-Luc viendra avec moi. Et fonctionnel, tout à fait. Et ceux qui feront fonctionner les fardiers de Cugnot, ils seront en habit d'époque. Ouais. C'est super. Jean-Sébastien, j'ai une dernière question un peu piège. Vu que vous n'êtes pas dans le hall 1 et 2, est-ce que ce sera les mêmes tarifs pour les exposants ou pas ? Bien sûr. Ah bon, d'accord. Non, mais je pensais moins cher, moi. Oui, c'est ça, nous on pensait moins cher. Le tarif d'entrée pour le grand public dont je fais partie ? Alors, c'est 20 €. D'accord, ok. D'accord. On peut pré-réserver avant sur Internet ? Oui, je conseille plutôt de réserver sur Internet. Oui, parce qu'il y a vous avez votre billet. On est d'accord, il n'y a pas de jauge prévue. Bon, là, c'est au mois de mars, mais il n'y aura pas de jauge prévue. Non, il n'y a pas de jauge sur les salons et les foires. Pour l'instant, en tout cas, on croise les doigts. Puis comme ce sera le printemps, normalement, la Covid devrait être un peu moins fort. Merci beaucoup. Bon, on en reparlera, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Guichawa. Et j'espère que Kia, je sais que Marc nous écoute, Kia a une histoire et peut-être qu'un jour il exposera sur Rétromobile. Exact. On va espérer. Avec les. Pourquoi pas, on va faire venir quelques voitures de Corée et puis on pourrait imaginer être présent. On est d'accord, les garçons, on y va. Vous avez commencé par le vélo. 13h30, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Et après, on va dire que c'est les filles qui sont plus bavardes que les garçons. Moi, je vous dis qu'on parle auto et la preuve du contraire. Allez, espace question entre Jean-Luc Moreau et notre invité Marc Adrich, qui est le président de Kia. Tout à l'heure, Marc, on a évoqué l'EV6. Vous en avez tout au niveau des ventes. Donc berline 100% électrique, qui est arrivé plutôt en fin d'année. Succès, pas succès. Concurrente des Tesla, d'ailleurs, il faut le dire. Alors, la voiture est arrivée dans les concessions pour le week-end porte ouverte du mois d'octobre, exactement. Et les résultats sont phénoménaux. L'accueil est top. Que ce soit l'accueil des concessionnaires, des clients ou même des journalistes. En plus, la voiture a été sélectionnée dans les 6 voitures qui concourent à l'élection de la voiture de l'année. Donc, on en est très content. Et depuis 3 mois maintenant, c'est la première Kia vendue en termes de commandes. Donc, c'est exceptionnel. Je croise les doigts, j'espère que ça va durer tout au long de l'année. Mais honnêtement, pour le moment, c'est largement au-dessus de nos attentes. J'ai même demandé déjà 2000 voitures de plus à la maison mère pour pouvoir suivre en production. Wow. D'accord. Qu'est-ce qui décide les clients ? C'est l'autonomie de la voiture, c'est l'esthétique, vous le savez ? En France, on a toujours comme critère d'achat quasiment numéro 1 pour toutes les voitures, c'est le design. Et
un de vos collègues disait c'est un ovni vachement sympa. Et cette voiture, elle a un design très fort qui plaît énormément. Après, c'est clair que aujourd'hui, proposer une voiture qui a plus de 500 km d'autonomie en pur électrique, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On est jusqu'à 528 km d'autonomie. On fait partie des 4 marques automobiles qui sont capables de recharger à 800 volts avec ces fameux 18 minutes. On a toujours la garantie 7 ans. Donc, quand on cumule tout ça, on a, je pense, une des meilleures offres en termes d'électrique. Et je pense que les clients, et notamment les clients électriques, on l'a vu tout à l'heure au travers des questions, sont des gens qui sont assez pointus et qui étudient bien avant d'acheter une voiture. Ils regardent à gauche, à droite, ils écoutent ce que vous dites dans vos émissions. Ils vont sur les forums, etc. Et EV6 est très très bien évalué par l'ensemble, on va dire, du microcosme automobile. Alors, on parlait de l'architecture 800 volts. J'ai vu dans les questions, j'en ai reçu beaucoup, moi, cette semaine, des gens qui demandaient le nouveau Niro. Alors, il arrive quand d'abord, le nouveau Niro ? Alors, le nouveau Niro, il va rentrer en production à partir du mois d'avril pour les versions hybrides et plug-in hybrides. Et la version électrique rentrera en production en mai. Donc, c'est une voiture qui est fabriquée en Corée, donc qui arrivera entre juin et début juillet dans les concessions françaises. Donc, par rapport à l'ancien Niro électrique, est-ce qu'on aura des nouvelles technologies? En particulier, vous parliez de l'architecture 800 volts qui permet donc de recharger beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr que quand on fait de la charge à la maison, ça change rien. Mais par contre, quand on veut partir en vacances, c'est des voitures qui permettent vraiment d'aller loin puisqu'on n'a pas besoin de s'arrêter longtemps pour refaire le plein. Est-ce que cette voiture profitera de cette nouvelle architecture? Alors, je peux pas tout vous dire. J'ai pas le droit. Non, mais personne n'écoute. Personne n'écoute. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une plateforme dédiée. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas sur une plateforme dédiée, ce qui est le cas, une plateforme dédiée 100% électrique, ce qui est le cas de l'EV6, Niro ne pourra pas recharger en 800 volts. D'accord. Donc, on aura quand même une progression, j'imagine, par rapport à la précédente génération. Vous aurez une petite progression en termes de kilomètres, en termes de encore plus de fiabilité. La voiture est déjà très fiable. Vous savez, on est des industriels. Et en fait, ce qui nous caractérise, c'est chaque fois qu'on sort une nouvelle voiture, elle est toujours meilleure que la précédente. Donc le nouveau Niro, oui, il sera meilleur que le Niro actuel. Mais quand vous regardez les comparatifs, vous voyez que le Niro actuel reste très bien classé, voire même gagne encore des comparatifs contre des voitures de la concurrence qui sont sorties il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc le Niro actuel est une voiture exceptionnelle. Le nouveau le sera c'est une voiture complètement nouvelle, hein, c'est pas un facelift, mais vous le verrez en l'essayant. Je suis persuadé que vous serez conquis. La part d'électrique, puisque le Niro il est disponible en hybride rechargeable et 100% électrique, c'est quoi aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez demain avec la nouvelle version ? Alors, on est un constructeur généraliste, mais en 2021, ma première voiture vendue, c'était le Niro. À peu près 6300 ou 6700, je ne sais plus, immatriculations. Et c'est 2 tiers. Donc, on est sur 66% des ventes de Niro qui sont réalisées par la version électrique. Donc, le Niro, c'est la première Kia vendue en France. À ce volume va s'ajouter EV6, à ce volume va s'ajouter le e-Soul. Donc je pense qu'on va très vite, avec les plugins et les hybrides, on va très vite arriver à quasiment 50% de Kia électrifiés en 2022. On était à 33% en 2021. Donc on monte à vitesse grand V. Ça avance bien en tout cas. Voilà, on a fait un point. Merci beaucoup Marc Edrich, président de Kia France. Merci Jean-Luc. Et au plaisir d'essayer les Kia qui arrivent évidemment. Pour en parler comme tu l'as fait aujourd'hui, vous retrouvez l'essai de la Kia de la journée sur la page YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on conclut par les brèves de la semaine et on commence avec Renault qui veut vendre 100% de voitures électriques en 2030. En Europe, oui. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le patron de Renault, Luca Di Meo. Il a quand même mis des petites guillemets. Hein. Il a dit, voilà, on vendra 100% de Renault électriques en Europe si les infrastructures de charge suivent. Bon, il y a peu de chances qu'elles suivent. Je vais vous le dire honnêtement, parce que la Commission européenne veut annoncer pareil des quotas de bornes de recharge. Si on prend l'exemple de la France, le gouvernement s'était donné pour objectif de 100 000 bornes de charge d'ici à la fin de l'année 2021. Vous savez à combien on est ? Non.
On est à 49 914 points de recharge, donc on n'est même pas à la moitié. On va considérer qu'on est à la moitié. Voilà. Donc il va falloir faire des gros progrès pour que Renault puisse respecter son engagement. La marque BMW a repris la tête du marché premium mondial. Ça va vous faire plaisir, hein. Mercedes sera pas leader cette année du marché premium pour la 6e année consécutive. Hein. Il y a un recul des ventes de la marque à l'étoile de 5%, alors que BMW a battu son record de vente qu'elle avait établi en 2019. La marque l'hélice a écoulé, alors tenez-vous bien, 2 213 795 véhicules l'an passé. Wow. Alors vous allez me dire, et Audi, Audi est à la 3e marche du podium. Et puis Tesla, quand même c'est notable, a bondi de 87% à 936 000 unités. Ça veut dire que s'il continue sur cette progression-là, l'année prochaine, il pourrait être 2e du marché. 87%. Ouais, plus 87%. C'est énorme. Il devance Volvo d'ailleurs maintenant. J'ai bien aimé votre lapsus BMW. C'était joli ça, c'était joli. Volvo est à peu près à combien ? Ils sont à 700 000... non, alors Volvo, ils sont en 5e position et ils font mieux... et Tesla fait mieux que Volvo, ils sont à 700 000 voitures Volvo. Et quant au luxe qui ne connaît pas la crise du Covid, non, tout va bien. Rolls-Royce a écoulé 5 586 voitures en 2021, niveau jamais atteint. Chez Bentley, on a aussi explosé les compteurs, 14 659 voitures vendues, 31% de hausse par rapport à 2020, qui était déjà une année record malgré la pandémie. Et puis nouveau record pour Lamborghini, 8 405 voitures. Et enfin, 300 000 Porsche, première fois que Porsche dépasse la barre des 300 000 voitures. Donc, il y aura toujours des riches. Il n'y a pas de pandémie pour les voitures de luxe. Voilà. Merci beaucoup l'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Avec plaisir.